votre atelier, comment anticiper les périodes de changement pour un parcours sans rupture. C'est à vous de nous livrer la substantifique moelle, donc en 8 minutes chrono max. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à suivre, parce qu'en fait, je vais vous dire qu'on n'a pas du tout suivi le déroulé. Ça a été extrêmement riche et je remercie vraiment l'ensemble des gens qui étaient autour de la table. On était très nombreux, on dépassait de la table. Et il y avait des parents qui se sont beaucoup exprimés et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais aussi des gens de la MDPH, des associations, les associations tutélaires, gestionnaires, etc. Enfin, vraiment, de nombreux partenaires et tout le monde s'est exprimé. Je crois que c'est vraiment important. C'est ce qui fait vraiment la richesse des parcours des personnes en situation de handicap dont on parle. Donc, c'est important de le dire. J'aurais souhaité que les parents s'expriment, mais c'est pas toujours facile de faire ce résumé. Donc, voilà. Donc, c'est moi qui m'y colle. Mais donc, je vais essayer de regarder un peu ce qui est écrit. Et oui, je veux bien qu'on zoome un petit peu parce que sinon, je vais pas y arriver. Ça a été très riche et puis sans doute il y a des redites. Alors peut-être que je vais pas tout lire en même temps parce que forcément quand on parle du parcours des personnes, on a parlé aussi des soins, on a parlé de la santé, des problématiques de rupture possibles liées à l'état de santé. On a évidemment parlé du parcours scolaire. On a évidemment parlé aussi du vieillissement. On a parlé du travail parce que ça aussi c'est une source de rupture. Donc c'est vrai que finalement ce dernier atelier il recouvre plein de choses qui ont été dites aussi dans les autres parcours finalement. Donc vous allez retrouver certainement des choses qui ont été dites dans les autres ateliers. On a commencé quand même par la question de, quand on parle de rupture de parcours, on parle souvent de périodes clés de transition que sont le passage de l'enfance vers l'adulte et puis encore une fois aussi le vieillissement et avec la crainte et la nécessité d'anticipation de la majorité des enfants en situation de handicap, avec toujours la complexité, même si les acteurs autour de la table avaient conscience de ce besoin d'anticipation et que de plus en plus de choses se font, toujours la complexité pour les parents, avec toutes les démarches qui souvent nous submergent tous finalement, et la nécessité vraiment de pouvoir avoir les informations nécessaires pour faire cette transition vers le monde adulte. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé avec des souplesses de plus en plus, mais quand même encore une difficulté d'information et de trouver des structures adaptées. On parle quand même encore de manque de place. On a beau parler d'accompagnement, de services, de souplesse, de trouver tous les dispositifs possibles. Il y a aussi une question de place. Il y avait un témoignage d'une maman qui a dû faire que sa fille aille dans un autre département. Donc on voit bien que malheureusement, selon les situations, voilà, il y a encore quand même ces questions de manque de place qui restent centrales quand même pour certaines situations. Même s'il y a plein de dispositifs et que chaque personne doit trouver une solution qui est vraiment adaptée et personnalisée. Voilà. Importance de la parole des aidants, on le retrouvera sans doute après. Nous, on parle souvent de triple expertise. Donc oui, il y a les professionnels. Oui, il y a la personne accompagnée. On a parlé beaucoup du fait, ça a été dit dans les autres ateliers, qu'il faut aussi écouter la personne elle-même, ses choix. Pour éviter des ruptures de parcours, ça a été dit, il faut aussi pouvoir essayer d'écouter au maximum les personnes, quelle que soit leur capacité d'expression, pour qu'elles puissent elles-mêmes faire leurs choix. Et évidemment, les aidants doivent être compris comme des experts puisqu'ils ont une parole importante, qu'ils connaissent les personnes qu'ils accompagnent au quotidien. Évidemment, il y a une place particulière quand c'est les parents au sens quand il y a un mineur, parce que la place est encore différente. Mais les parents restent des parents toute la vie et ils ont forcément une expertise tout au long du parcours de la personne. Alors, je vais essayer de... Alors, âge adulte senior, ça aussi, c'est souvent un âge crucial. On parlait avant des 60 ans. Donc, on a parlé des choses qui vont mieux aussi, parce qu'il faut se dire qu'il y a des choses qui ont évolué. On a pu témoigner, par exemple, sur les établissements d'accueil non médicalisés, EANM. J'ai essayé d'éviter les sigles tout au long de l'atelier pour tout le monde, parce que c'est vrai c'est une réalité, on le voit dans les diapositives également, où aujourd'hui ce couperet des 60 ans, parce qu'on a parlé de couperet, on a parlé voilà de ces moments de rupture finalement, aujourd'hui sont évités pour certaines situations en tout cas, puisqu'on peut éviter que les personnes qui étaient accueillies précédemment en foyer d'hébergement, aujourd'hui elles ont la possibilité de rester si elles le souhaitent. Encore une fois, si c'est leur choix d'habitat, de rester dans ce qu'on appelle maintenant les EANM, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on voit que il y a des choses qui avancent, mais on a aussi dit que par ailleurs, pour les personnes handicapées vieillissantes,
il y avait un manque de place criant, en tout cas de solutions adaptées, puisque en fait les solutions elles doivent être très différenciées pour qu'elles soient adaptées à tous, et qu'il paraissait une évidence à tout le monde autour de la table que la plupart des personnes qui ont 55-60 ans n'ont pas leur place en EHPAD, où la moyenne d'âge est de, alors je suis pas une spécialiste des EHPAD, mais je dirais entre 80 et 90 ans pour être large dans la fenêtre. Donc voilà, donc des choses qui avancent. On en a parlé sur le travail aussi, des choses qui avancent pour éviter les ruptures de parcours entre milieu ordinaire, milieu protégé, la possibilité, le droit au retour, le droit à l'erreur, ça c'est quelque chose qui est revenu, un des mots importants sur la possibilité que pour éviter ces ruptures, il faut aussi anticiper ces droits au retour. C'est le cas aujourd'hui donc pour les personnes de milieu protégé qui vont en milieu ordinaire, puisque les ESAT ont l'obligation aujourd'hui de conserver une place pour la personne qui va en milieu ordinaire, même si, il faut le dire, c'est déjà des choses qui étaient faites sur notre territoire. Les personnes qui ont vraiment, il y avait une volonté, je pense, des associations qui gèrent les ESAT d'avoir ces parcours-là, mais maintenant c'est devenu une obligation de toute façon. Voilà. Besoin de formation, ça c'est un point très important aussi qui est revenu plusieurs fois. Alors là, on a parlé des professionnels, on a parlé des aidants et on a parlé de la personne elle-même qui sont les experts. Mais pour éviter les ruptures de parcours, il y a aussi tout l'environnement de la personne autour. D'abord, et on parle de l'enfance, l'éducation nationale, que l'ensemble des professionnels de l'équipe pédagogique, comme on dit, pas seulement les enseignants, toutes les personnes qui gravitent autour des enfants dans l'école puissent avoir une sensibilisation au handicap et puissent appréhender le handicap de manière à éviter les ruptures et à pouvoir gérer au mieux les situations dès le départ. Il y a des dispositifs qui sont créés comme les équipes mobiles qui permettent déjà d'apporter des expertises aujourd'hui. Mais c'est évidemment pas suffisant. Il faut encore développer ces sensibilisations. On a parlé aussi de la formation, de la sensibilisation au niveau des personnels de soins. Parce qu'encore une fois, s'il y a une rupture au niveau de la santé, bah, c'est tout le reste du parcours qui s'arrête. Hein. Donc, la connaissance du handicap de l'ensemble des professionnels du soin aussi. Voilà, c'est toute la sensibilisation de la société finalement qui doit permettre aussi d'éviter les ruptures de parcours. Alors, il reste des contraintes administratives, hein, bien sûr. J'ai parlé de quelques freins qui s'étaient levés, mais il y en reste. Évidemment, hein, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas être à la fois accompagné en accueil de jour, c'est-à-dire EANM, et en ESAT, alors qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont ce besoin d'avoir encore un accompagnement éducatif, d'apprentissage pour la vie quotidienne, et qui pourtant sont déjà prêts en partie à commencer leur vie professionnelle. Donc, il y a des choses qui se créent, il y a des passerelles, il y a des stages. La fluidité des parcours est soutenue, mais il y a encore évidemment toujours des choses et des contraintes administratives à lever. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre? Voilà, descendez, merci. Juste être synthétique. Ouais, c'est ce que j'essaie, voilà, pour avoir. Voilà, déjà, vous avez réussi à tenir en haleine la salle, bravo, parce que c'est sur la fin de la journée. Non, franchement. Il y a eu beaucoup d'attention donnée. Peut-être pour relayer, alors voilà, si les familles veulent s'exprimer, j'essaye d'être le porte-parole du groupe, c'est jamais facile, mais il a été quand même dit voilà qu'il y avait besoin de simplification administrative, notamment de guichet unique, notamment qu'on arrive proche de la majorité, ou au-delà des démarches pour le handicap, il y a toutes les autres démarches à faire. Elle a été donné l'exemple, il faut la carte d'identité, il faut la carte vitale, etc., etc. Donc tout ce qui se rajoute, voilà, qui encore besoin de simplification administrative quand même, demandée par les familles. L'importance dans l'anticipation d'associer aussi les associations tutélaires, hein, les mandataires. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est des acteurs essentiels, évidemment, dans le secteur du handicap. Donc c'est un acteur qu'il faut qu'on arrive à tous enfin voilà, qui est essentiel, qui est au quotidien, mais en tout cas qui est peut-être pas toujours connu des familles au départ quand les enfants sont jeunes et qu'il faut anticiper tout ça dans les besoins. Donc là, on est sur les peut-être propositions, peut-être si vous devez cibler une ou deux propositions importantes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a écrit? Non, bah écoutez, je crois que je l'ai dit sur la fin de vie, la retraite. C'est aussi de l'anticipation sur la retraite. Les formations, on l'a dit. Ah oui, peut-être, je sais que c'était un souhait, il y a quand même des nouveaux métiers, on en avait le témoignage et il y en a qui ont pu s'exprimer, hein, ce qu'on appelle les coordinateurs de parcours, etc. Donc ça, c'est des nouveaux métiers qui doivent permettre l'expression des choix des personnes au maximum et de leurs envies aussi, parce que on parle des besoins, mais il y a aussi les envies. Et
il y a eu un appel à manifestation d'intérêt très récemment sur la création de postes d'assistants au projet de vie ou faciliteurs selon les termes habituels maintenant. Et donc c'est important de se dire voilà il y a une volonté aussi d'adaptation avec des postes comme ceux-là qui sont vraiment extraits du quotidien des établissements avec une volonté de s'appuyer sur les équipes professionnelles parce que je crois que l'idée c'est pas d'opposer les gens, c'est bien d'avoir une expertise supplémentaire avec un regard autonome on va dire et qui assiste c'est le terme les personnes pour faire leur choix dans leur parcours de vie. Et donc c'est important voilà dans la complémentarité avec les acteurs existants que c'est un acteur supplémentaire avec la communauté 360 aussi qu'on a évoqué évidemment pour que on évite les ruptures de parcours. Il faut que tout le monde soit mobilisé et c'est des nouveaux métiers qui vont de plus en plus se développer dans notre secteur et qui permettent d'appuyer les expertises existantes. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a un ajout sur cet atelier donc pour le parcours sans rupture? Il y en a un derrière, là-bas, juste là-bas. Si vous pouvez passer le micro directement. Merci. Non, c'est toujours la même. Donc, je persiste et je signe. Donc, l'accueil familial pour les personnes handicapées vieillissantes, ça marche très, 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 très bien. C'est une excellente solution et ça s'anticipe puisque quand ils sont notamment en ESAT avec le foyer au niveau de l'hébergement, quand on sait qu'ils vont devoir arrêter, ça se prépare un an à l'avance, enfin suffisamment longtemps à l'avance et ça se passe très, très bien. Et nous avons beaucoup de personnes en situation de handicap en accueil familial, plus que de personnes âgées. On a 2/3 de personnes en situation de handicap et sur ces 2/3, on en a plus de la moitié qui sont des handicapés vieillissants. Donc c'est une très bonne solution puisque c'est une solution personnalisée. Vous disiez le collectif, c'est pas forcément la solution non plus. Et là, on est vraiment sur un accueil et le partage de la vie familiale. Et c'est des fois des choses qu'ils n'ont pas connues de toute leur vie. Et ils font aussi de vraies découvertes. Bravo, merci pour ces propos encourageants.